Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors je reviens aujourd'hui après un long moment d'absence pour vous parler de liens d'attachement. Alors, pourquoi maintenant? Parce que j'ai, eu ce besoin, de me recentrer sur moi, de faire un petit peu le point aussi, au niveau de ma formation en neurosciences comme j'ai pu l'évoquer dans des précédentes vidéos, mais aussi un petit peu sur ce que je pouvais vivre, ressentir, notamment dans mes relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Et j'ai du coup commencé à approfondir vraiment, tout ce qui est en lien avec les liens d'attachement, et j'ai découvert pas mal de choses, mais j'ai surtout vu beaucoup d'informations, de vidéos, de textes qui, je trouve, faisaient des amalgames. Et j'ai décidé du coup de contribuer peut-être d'une certaine façon à ces amalgames en faisant moi-même une vidéo à ce sujet pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quels sont les différents types d'attachements, les différents couples possibles aussi qu'on peut rencontrer, voir que finalement, bah, des fois, on peut passer de sécure à un petit peu anxieux ou évitant en fonction des interactions qu'on a avec les autres. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur tout ça. Ça me semblait important. Je pense que cette vidéo va être assez longue et en plus, je la fais en one shot. Donc je suis navrée. J'espère que je ne me répéterai pas trop et que ça sera relativement agréable à écouter. Alors, il faut savoir que les liens d'attachement, selon Bowlby, ils sont connus, hein, c'est vraiment pas. Je n'arrive pas comme ça avec de nouvelles informations, pas du tout. Et je vous invite d'ailleurs à faire vos propres recherches également. Et même, pourquoi pas, il y a des tests gratuits sur Internet qui peuvent vous permettre de vous situer ou d'en savoir un petit peu plus. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe dans l'enfance parce que je trouve que ça porte à confusion. Je m'explique. Évidemment, il y a des grandes lignes, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe dans l'enfance, de notre rapport à nos figures parentales, eh bien, on va plutôt avoir un attachement sécure, anxieux, évitant ou désorganisé. Il y a des grandes lignes. Cela dit, ça peut aussi porter à confusion. Par exemple, pour les attachements désorganisés, desquels je parlerai assez peu, finalement, on a tendance à dire que c'est souvent des enfances qui sont extrêmement traumatiques, avec enfin voilà, des enfants battus, violés, etc. Alors, c'est le cas, et effectivement, c'est une grande ligne, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui ont des attachements désorganisés, qui pourtant ont des enfances qui sont pas traumatisantes à ce niveau-là. Vous voyez? Et du coup, c'est pour ça que je rentrerai pas trop là-dedans. Au même titre que certaines personnes se retrouveront dans des attachements anxieux, alors que finalement, ils ont eu des parents qui étaient sécures. Donc, je veux pas mettre tout le monde dans les mêmes cases et je voudrais essayer que vous vous retrouviez dans certaines choses, mais surtout que si vous avez des doutes, eh bien, vous fassiez vos recherches de votre côté. Alors déjà, simplement pour commencer, il y a deux types d'attachements, les sécures et les insécures. Alors, les personnes sécures sont des personnes qui, normalement, ont grandi, évolué dans un environnement sécurisant, et donc ça leur a montré la voie. Ils se sont sentis écoutés, autorisés à exprimer leurs émotions, et du coup, à l'âge adulte, ils seront plus à même de proposer ça à leurs partenaires et même à leurs interactions sociales, à leurs relations au sens large, et du coup, de eux-mêmes être sécurisants, adaptés aux autres, d'être à l'écoute et eux-mêmes d'exprimer leurs besoins. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes qui ont des problèmes, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui réussissent toutes leurs relations amoureuses, pas du tout. Ça veut juste dire que ils n'ont pas de carence qui peut amener des réactions excessives ou des comportements répétitifs. Par exemple, ce sont des personnes qui sont tout à fait capables de recevoir des câlins et d'en offrir,
de façon équilibrée sans avoir ce sentiment ou ce besoin d'être collé à l'autre. Ce sont des personnes qui ne sont pas systématiquement jalouses parce qu'ils ont confiance en eux, mais qui peuvent l'être ponctuellement s'ils estiment que leur partenaire a un comportement qui ne leur convient pas. Ce sont des personnes qui sont capables d'exprimer leurs limites à voix haute, mais aussi de les poser de par leur comportement. Sont des personnes qui n'ont pas peur des conflits ou d'exprimer leurs sentiments, qui ne vont pas fuir les sentiments des autres, qui n'auront pas un sentiment d'infériorité si jamais ils ont du chagrin par exemple ou de la colère, bien au contraire, et qui n'auront pas non plus cette envie de dominer l'autre dans la relation. Pas besoin d'avoir de l'ascendance ou de par les mots avoir toujours raison. Pas du tout, ce sont des personnes qui sont OK avec ce qui se passe, qui s'y adaptent et qui vivent leur relation le plus pleinement possible. Ils ont conscience d'eux-mêmes et du coup, ils sont capables d'offrir de l'intimité et même une forme de proximité. Alors, plus ou moins facilement, plus ou moins bien selon les personnes. Encore une fois, il faudrait définir ce qu'on met derrière la notion d'intimité, parce qu'il n'y a pas que le rapport sexuel, bien au contraire. Il y a aussi cette notion de est-ce que j'arrive à faire part de ma vulnérabilité à l'autre sans en avoir peur. Sans avoir peur que la personne en face de moi puisse le retourner contre moi ou l'utiliser. On peut tout à fait avoir un attachement initialement insécure et le travailler suffisamment pour devenir sécure. D'ailleurs, c'est un peu l'objectif, on va dire. Cela dit, on aura pour les insécures, et je m'inclus dedans, toujours quand même peut-être des réactions, des mécanismes qui pourront se rapprocher de notre attachement initial, mais on pourra quand même atteindre évidemment cette sécurité intérieure qui nous permettra d'avoir des relations plus épanouissantes et surtout enlever cette notion de dangerosité. Parce que, encore une fois, il faut savoir qu'un attachement sécure n'a pas forcément plus de problème en amour. Loin de là. Mais par contre, ça n'est pas considéré par son cerveau, son intérieur et son cœur comme étant quelque chose de dangereux. Et c'est là qu'on bascule du coup sur les attachements insécures. Alors il en existe trois, en tout cas elles sont catégorisées comme ça. On a les attachements désorganisés et je commencerai par ceux-là. Ce sont des attachements qui mélangent un petit peu, pour schématiser, les anxieux et les évitants. Comme je vous l'ai dit, ce sont souvent des personnes qui peuvent avoir des enfances très traumatisantes et qui du coup vont parfois avoir des réactions de rejet, donc un petit peu plus comme un évitant, avoir ce besoin de s'éloigner, de rejeter l'autre avant que l'autre ne le fasse. Pour autant, ils peuvent aussi avoir ce besoin de proximité très important parce qu'une grande peur de l'abandon également, avec un besoin que l'autre les rassure constamment. Donc j'en parlerai encore une fois assez peu parce que ce sont des attachements qui sont très complexes, qui parfois dans certains cas peuvent être aussi associés à d'autres pathologies et je ne me sens pas en capacité aujourd'hui de vous en parler correctement. Quel que soit votre attachement, notamment s'ils sont insécures, je vous invite encore une fois à les travailler avec un thérapeute ou peu importe avec qui, quelqu'un de confiance qui a les outils pour le faire. C'est très important, mais je pense que c'est d'autant plus vrai chez les désorganisés qui justement vivent un chaos intérieur assez violent, qui peut également être très violent pour le partenaire en face. Mais du coup, voilà, je rentrerai pas trop dans les détails. Si à la suite de cette vidéo, vous avez le sentiment que vous vous reconnaissez vraiment dans les deux cas de figure, euh, peut-être que ça peut valoir le coup de questionner un professionnel de santé à ce sujet-là. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous êtes sécure et que ponctuellement vous basculez un petit peu sur de l'anxieux ou de l'évitant. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est quelque chose qui est possible. Toujours ayez en tête cette idée que est-ce que la relation à l'autre vous fait peur? C'est vraiment la question que vous pouvez vous poser. Si vous répondez pas du tout, vraiment non, je n'en ai pas peur, vous
vous avez des chances d'être sécure. Si vous répondez oui, alors il est possible que vous soyez sur un attachement évitant, anxieux ou désorganisé. Alors, les attachements anxieux. Donc, ce sont les personnes qui sont souvent catégorisées comme dépendants affectifs. Euh, c'est très important, évidemment, de l'avoir en tête on retrouve certaines caractéristiques chez les anxieux, puisqu'effectivement, ils sont plus sujets à certaines formes de dépendance, puisqu'ils ont toujours le sentiment d'être vides et en manque. Donc, effectivement, ils vont essayer d'aller chercher à l'extérieur ce qui leur manque à l'intérieur. Cela dit, c'est pas systématique. Un anxieux n'est pas toujours dépendant affectif. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. De même qu'il faut faire attention, j'ai vu des amalgames à ce sujet entre les anxieux et attachements anxieux et les anxiétés généralisées, par exemple, qui sont une autre forme de pathologie. L'anxiété généralisée, elle ne concerne pas que les relations à l'autre et il n'y a pas forcément ce sentiment de vide affectif. Alors, comment ça va se manifester dans la vie relationnelle? Ça va se manifester par un besoin d'être en contact avec l'autre, que ça soit par les SMS, voilà, le besoin d'avoir des messages, le fait aussi d'avoir un sentiment d'incompréhension quand l'autre ne répond pas, puisque l'anxieux a ce sentiment de devoir être important. Donc, et c'est pas de l'ego mal placé, c'est juste, il a besoin d'être important, d'être prioritaire dans le regard de l'autre. Et donc, du coup, il va pas comprendre pourquoi l'autre ne répond pas. Sachant qu'encore une fois, celui qui ne répond pas en face n'est pas forcément un évitant. Il peut être désorganisé, lui-même anxieux et occupé, ou alors sécure. Mais du coup, ça peut générer tout de suite un sentiment d'angoisse chez l'anxieux avec une incompréhension. L'autre chose aussi, c'est que ça peut faire des personnes qui sont plutôt jalouses et possessives. Ce n'est pas systématique et encore une fois, certains évitants peuvent être jaloux et possessifs, donc c'est pas à scinder comme ça, à classer, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, on peut retrouver ça parce que l'autre comble un vide chez lui et donc du coup, il va avoir besoin un peu de s'approprier ce que l'autre lui apporte et du coup, ça peut se transcrire par de la jalousie. Autre chose qu'on va retrouver chez les anxieux, c'est une facilité au contact physique. Pas de problème à prendre dans les bras. Au contraire, ce sont des personnes qui vont chercher la fusion avec l'autre, donc plutôt être dans des relations fusionnelles, c'est-à-dire où on fait tout avec son partenaire amoureux, où on se tient la main dans la rue, on se fait des câlins, on se dit souvent qu'on s'aime, etc. Et ça encore plus le cas quand on est sur deux anxieux qui sont ensemble parce qu'ils vont s'auto-essayer de combler ce trou-là, hein, ce vide intérieur. Et donc, du coup, ça fait des relations très fusionnelles. L'anxieux, il a besoin d'être rassuré constamment. Il a peu confiance en lui et par contre, il valorise énormément l'autre. Il a l'impression que l'extérieur a toujours quelque chose qu'il n'a pas. Et il ira du coup chercher systématiquement ce truc-là à l'extérieur, notamment dans ses relations, mais pas que. Ça peut être dans, par exemple, la nourriture aussi. Toujours dans cette idée de besoin de combler ce manque constant, avec une très grande peur de l'abandon. Ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés avec la rupture, alors notamment amoureuse, mais pas que, avec de façon générale l'éloignement, parce que du coup, la personne ou l'objet qui s'éloigne, en fait, amène comme une partie de cette personne anxieuse avec elle, ce qui est faux hein, sur le principe, mais en tout cas c'est comme ça que c'est vécu. Ce sont des personnes aussi qui sont susceptibles de solliciter l'avis des autres. Par exemple, tu en penses quoi? Comment tu feras à ma place? Ça va être ce type de discours. Encore une fois, j'essaye de vraiment généraliser, hein, donc tous les anxieux ne disent pas ça et tous ceux qui disent ça ne sont pas des anxieux. Ce sont des personnes également qui vont avoir ce besoin de
sécurité. Et donc, ça peut passer par l'habitation, ça peut aussi passer par le contrat, donc par exemple avoir un CDI, mais ça peut évidemment, surtout dans les liens d'attachement et donc dans les relations amoureuses, passer par ce besoin de s'engager, vivre à deux, euh, vivre sous le même toit, se marier, dire qu'on est en couple et l'assumer auprès de tous, etc. Parce que ça rassure, ça cadre un petit peu la relation et du coup ça limite, on va dire, les risques d'éloignement et donc ça rassure beaucoup celui ou celle qui a un attachement anxieux. Par rapport à la sexualité, c'est pareil, c'est très général, mais un attachement anxieux peut avoir des besoins sexuels plus importants, on va dire. Pourquoi? Parce que justement, la sexualité permet une fusion. C'est assez évident, hein, on mêle les deux corps, ou plus, hein, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée qu'on fusionne avec l'autre dans l'acte sexuel. Et du coup, ça comble momentanément cette espèce de vide intérieur. Et donc, ça peut être des personnes qui ont besoin, notamment en couple, voilà, d'un certain nombre de rapports sexuels, etc., avec cette idée de proximité, qui vont avoir besoin vraiment de toucher l'autre, etc. Ce qui peut se faire aussi ou se jouer après le rapport sexuel, c'est justement de nouveau un sentiment de vide et du coup une tristesse. J'insiste encore une fois, ça n'est pas le cas de tous, mais ça peut. On peut retrouver ça chez certaines personnes anxieuses, c'est qu'à la fin du rapport sexuel, il y a un sentiment, au départ peut-être de plénitude, puis très vite un peu de tristesse, de chagrin, parce que ce qu'on est allé chercher, bah, d'un seul coup a disparu. Ce sont des personnes qui peuvent être force de proposition, qui vont inviter les autres à partager des moments, des choses comme ça, et qui vont pas comprendre les refus. Par exemple, si vous êtes anxieux et que vous proposez à votre meilleur ami de faire quelque chose, si cette personne dit non, même si rationnellement vous considérez que ces raisons elles sont valables, ça va générer chez vous un sentiment de déception, voire de tristesse intense, parce que vous n'êtes plus sa priorité. Et encore une fois, même si votre cerveau vous dit que c'est OK, votre intérieur, et notamment cette espèce de néant, de chaos, de vide, en fait, lui va crier famine, en fait. Et il y a quelque chose de l'ordre du chagrin profond qui peut se manifester. Alors, les risques à prendre en compte par rapport à tout ce que je vous dis, c'est justement, et c'est ce que j'ai pu constater, de se dire, bah, je me retrouve un petit peu dans ce qu'elle dit, donc du coup, je suis anxieuse. Oui, peut-être, mais pas forcément. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et à l'inverse, certaines personnes qui vont se dire, bah oui, je me reconnais, mais j'évite les gens, ou j'ai certaines peurs, etc., qu'elle n'a pas évoquées. Donc, du coup, peut-être que je suis plutôt évitante ou sécure ou désorganisée. En fait, il faut bien dissocier certaines choses. Et ça, c'est très important. J'ai une amie, je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui a un attachement anxieux. Pour le coup, j'en étais à peu près certaine. Ça s'est confirmé de par un test qu'elle a passé. Elle s'est reconnue à 100% dedans. Donc, elle a un attachement anxieux. Cela dit, elle a une anxiété généralisée à côté de ça. Et donc, en fait, ça fait qu'elle a une batterie sociale assez faible, entre guillemets, hein, et surtout un besoin de se retirer, pardon, du monde extérieur parce qu'il y a de l'anxiété et de l'angoisse sociale. Et donc, du coup, quand je lui évoquais l'attachement anxieux, elle me disait, je me reconnais, mais je pense que je dois être aussi évitante parce que j'évite quand même un petit peu les gens et tout ça. Et je lui essayais de lui faire comprendre que c'était pas pareil. En fait, encore une fois, le lien d'attachement, il parle de vos interactions avec les autres et notamment amoureuses, mais pas de vos réactions. On parle d'un lien d'amour en fait, si vous voulez. On ne parle pas de votre capacité à gérer le monde ou si vous avez des phobies sociales ou si vous êtes anxieuse pour des problématiques professionnelles, ce genre de choses, c'est différent. L'autre chose aussi à prendre en compte que j'ai pu constater, c'est certaines personnes qui se disent être évitantes ou anxieuses euh, en partant de leur dernière relation.
Le seul problème, et c'est ce qu'on voit notamment chez certains anxieux, puisque je parle d'eux là, c'est qu'en fait, ils ont été tellement anxieux toute leur vie, notamment dans leurs relations amoureuses, qu'au bout d'un certain temps, et aussi parce que c'est ce qu'on leur dit avec du développement personnel 2.0 et des vidéos de coaching love très limites selon moi, qui vous disent il faut avoir confiance en vous, si vous voulez que votre évitant revienne, arrêtez de lui écrire, éloignez-vous, etc. Et certains anxieux vont prendre pour argent comptant ces conseils, on va dire, et vont les appliquer, et du coup finiront par, ça va finir en fait par s'intégrer à leur nouveau mécanisme, et du coup ça peut faire des personnes qui de base sont anxieuses, mais qui vont basculer sur un attachement évitant ou désorganisé, alors que de base, c'est pas leur cas. Ce qui va vous aider en fait à vous fixer, c'est d'une part, pourquoi pas faire un test, d'autre part, aller voir un spécialiste, un professionnel, évidemment, ça sera quand même, encore une fois, peut-être le plus adapté. Mais ça peut être aussi d'aller voir comment ça se passait au début de vos relations. Donc, par exemple, votre premier amoureux ou amoureuse. Ça va être aussi quel rapport vous entretenez avec vos amis et vos fonctionnements par rapport à ça. Est-ce que vous avez besoin de tout raconter à vos proches, avec peut-être même ce besoin de conseils, ce besoin qu'ils soient présents, qu'ils vous prennent dans les bras, qu'ils vous écoutent? Est-ce que vous avez des facilités à exprimer vos émotions, peut-être à pleurer? Euh, Est-ce que votre première amoureuse, elle vous a beaucoup manqué? Est-ce que vous étiez très tactile avec cette personne? Est-ce que vous aviez tendance à la jalousie? Et en fait, c'est en répondant à toutes ces questions, donc qui partent d'au démarrage, comment vous étiez dans la relation au démarrage, qui va vous permettre de savoir si vous êtes plutôt anxieux ou évitant, et non pas qui vous êtes devenu avec les années. Parce que vous êtes peut-être anxieux au départ, mais vous êtes peut-être devenu évitant petit à petit pour vous adapter à une société qui fabrique des évitants. Et ça, il faut le savoir, on le voit très clairement. Il y a des statistiques qui sont sorties. Au démarrage, on disait que les anxieux, c'était beaucoup des femmes, les évitants, beaucoup des hommes, et qu'il y avait à peu près 25-25% de la population totale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'anxieux et encore plus d'évitants. Donc les stats ont augmenté, mais qu'en plus les évitants ont vraiment pris le pas parce qu'en fait la société amoureuse aujourd'hui nous invite à l'évitement. On n'exprime plus nos émotions, on cumule les partenaires, on s'inscrit sur des sites de rencontres, etc. Et donc il est possible que parmi certaines personnes qui m'écoutent, vous ne soyez pas évitant à la base, mais que vous le soyez devenu. Le problème, on va dire, de ça, et c'est pour ça qu'il faut faire attention et vraiment essayer de se dire, ok, comment je suis à la base, comment je me sens, de quoi je rêve dans mes relations, de quoi je suis capable aussi, parce qu'il y a cette idée-là aussi, entre avoir envie et être capable de, peut y avoir une grande différence. Donc de quoi vous auriez envie? Est-ce que vous avez plutôt envie de vous engager, de quelqu'un de fidèle? Ça va être toutes ces questions-là vraiment qui vont vous permettre de savoir au fond de vous quel type d'attachement vous avez. Ça va être aussi de voir comment vous réagissez à certaines situations particulières. Par exemple, si l'autre arrête de vous répondre, est-ce que ça vous met mal ou pas? Si vous êtes en couple et que votre partenaire s'en va quelques jours en vacances avec d'autres amis, ou est-ce que s'il part pour le travail, qu'est-ce que ça génère chez vous? Est-ce que ça génère presque du soulagement et vous vous dites ouf, je vais avoir quelques jours pour moi? Est-ce que ça génère tout de suite une angoisse, une peur de perdre, un sentiment d'abandon? Et en fait, c'est ça vraiment, ce sont vos ressentis profonds qui vont vous permettre de savoir dans quel type d'attachement vous êtes et en quoi c'est important. Ça vous permettra de gagner du temps. Je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai
je savais que j'avais un attachement évitant, mais je pensais que c'était un attachement évitant créé un peu de toutes pièces par la société, comme je vous le dis là. Et du coup, j'ai commencé à traiter ça en me disant, bon, mais de façon un peu légère. Et en fait, j'ai réalisé au fond du fond que j'étais une évitante, mais profonde. Euh, et je vais y venir. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de mal de m'en rendre compte. Alors, si tardivement, oui et non, parce qu'en soi, il y a pas d'âge pour soigner ça, et puis surtout, il n'y a pas de timing. Voilà, on fait ça à notre rythme, mais j'aurais aimé ne pas me faire avoir par des croyances que la société et ce qui est véhiculé en amour aujourd'hui fait, quoi. Et je l'ai vu aussi avec certaines amies, notamment celle dont je vous parlais juste avant, qui a longtemps cru être évitante parce que persuadée que voilà, ça lui allait bien, de pas voir ses copains tout le temps, et puis parce que énergie sociale assez faible, alors qu'en réalité, c'était deux problématiques très différentes et que ça la faisait choisir toujours des mauvais partenaires parce qu'elle était convaincue, mais vraiment convaincue, qu'elle était évitante. Et donc que ça lui convenait, alors que pas du tout, il y avait ce manque constant. Alors, un anxieux, qu'est-ce que ça donne en couple? Alors, il y a évidemment plusieurs combinaisons, hein. On va commencer par le anxieux sécure. Alors, ce couple-là, il peut marcher très bien. Ça peut être un peu compliqué au début parce que le sécure, il va pas comprendre pourquoi il a autant besoin de rassurer l'autre. Et parfois, il peut avoir un peu cette envie aussi de prendre ses distances parce que il n'est pas dépendant de l'autre. Donc du coup, ça peut générer chez l'anxieux un petit peu de stress, mais comme le sécure est justement très sécurisant et qu'il a cette capacité à exprimer ce qu'il ressent, eh ben ça peut rassurer l'anxieux et du coup, avec le temps, finalement, ça peut faire des couples qui durent très longtemps parce que petit à petit, l'anxieux, il va s'adapter aussi au sécure et il peut même petit à petit se soigner au travers de la relation. Et si jamais le sécure finit même par lui dire, écoute, moi je trouve que tu es un petit peu trop dépendante affective ou que tu as un petit peu trop d'angoisse par rapport à tout ça, je t'inviterai à aller te faire accompagner pour que ça aille mieux dans notre couple, ben, l'anxieux, il n'aura pas de problème à le faire. Et donc du coup, eh ben, ça peut faire vraiment des couples qui fonctionnent bien. Ensuite, on a anxieux. Et donc là, c'est ce que je disais plus tôt, ça fait des couples très fusionnels, voilà, qui ont toujours une main l'un sur l'autre, qui font tout ensemble, et qui, si par exemple vous avez le malheur en tant qu'ami de ce couple-là, de dire à l'un, ça te dit, on part toutes les deux ou tous les deux, mais l'autre peut carrément refuser, ou inversement, hein, les deux se dire, bah non, je vois pas pourquoi on partirait séparément, on fait tout ensemble. Vous voyez, il peut y avoir cette chose-là. Alors ça peut être des couples qui durent aussi très longtemps, parce que bah, ils comblent en fait totalement la relation, ils s'auto-suffisent. Mais ça peut aussi faire des couples qui au bout d'un moment s'étouffent mutuellement et où l'un des deux en fait finit par avoir une envie d'indépendance pardon, et d'autonomie qui fait que il va se rendre compte qu'en fait il s'est isolé dans la relation et qu'il a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur. Et là, c'est pareil, deux cas de figure. Soit l'autre accepte ça et du coup joue le jeu aussi de l'ouverture vers l'extérieur, soit ça crée une cassure chez lui, auquel cas ça peut du coup créer des ruptures amoureuses avec voilà, un besoin de casser ce cocon qui est devenu étouffant. Ensuite, on a les anxieux désorganisés. Alors encore une fois, ceux-là, j'en parlerai pas beaucoup, mais ça dépend en fait le désorganisé, quel type de comportement il a, est-ce qu'il a d'autres pathologies associées ou non, etc. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Ça peut vraiment, encore une fois, être un couple qui fonctionne comme un couple qui casse très vite. Pourquoi? Parce que ça peut vraiment faire des relations extrêmement toxiques, voire des relations voilà, avec des rapports de force, de domination qui peuvent être très violents.
Mais je précise quand même que tous les désorganisés ne sont pas violents ou quoi que ce soit, ça n'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, ça peut générer ce type-là. Et puis enfin, on a les anxieux évitants, qui sont le couple phare de YouTube et Instagram, puisque c'est le couple qui génère le plus d'argent, soyons honnêtes. Parce que c'est d'une part peut-être le plus commun, mais aussi celui qui est associé le plus à d'amalgame et de croyances, bien que évidemment, et ça reste vrai, c'est aussi un couple qui peut se faire travailler et se faire évoluer, voilà, de façon grandiose, hein, puisque ça réveille en miroir parfait eh bien, ce que l'autre n'a pas, ou ce que nous n'avons pas, et ce que l'autre a. Et donc, c'est vraiment voilà, le couple toxique par excellence, mais qui en réalité ne l'est pas tant que ça. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette idée de ne pas confondre un évitant euh, avec un désorganisé ou avec un manipulateur, un pervers narcissique ou même avec un trouble de la personnalité évitante, qui est encore autre chose. Et ça, c'est très très important. Donc souvent, on associe ce couple anxieux évitant à un couple toxique, mais ça n'est pas du tout toujours le cas, loin de là. Et ça fait aussi, dans certains cas, des couples qui fonctionnent très bien. Alors, ce qu'on retrouve par rapport à ce couple, c'est évidemment le fait que c'est le fuis-moi, je te fuis, c'est que le anxieux, il va vouloir envoyer des messages, que l'évitant va finir par partir. Et donc, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans cette dynamique. Et c'est pour ça qu'on tombe beaucoup. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vraiment vu qui m'a vraiment choquée. C'est ces vidéos qui disent oui, si tu es en couple avec un évitant, fais ci, fais ça. Mais dans la majorité des cas, vu comment les évitants sont décrits dans ces vidéos-là, on parle de personnes qui sont vraiment toxiques, on ne parle pas de personnes qui sont évitantes. Et même si ponctuellement ça peut fonctionner, c'est-à-dire que oui, si vous arrêtez d'envoyer des messages à un évitant, il est susceptible de revenir, en fait, vous lui faites du mal, énormément de mal, et vous vous en faites à vous aussi. Et donc c'est une grosse erreur, vraiment, j'insiste dessus. Là, je suis pas du tout modérée, contrairement à ce que je peux être pour le coup, de rentrer dans ce jeu-là, parce que du coup, c'est vous qui devenez toxique dans une relation anxieux-évitant. C'est très important. Par contre, encore une fois, c'est très différent d'une relation anxieux-manipulateur, anxieux pervers narcissique, anxieux TPE, ou anxieux autre hein, d'ailleurs, mais qui, voilà, avec peut-être des comportements d'évitement, certes, mais qui ne sont pas des liens d'attachement évitants. C'est différent. Les choses que j'ai pu voir et le plus commun, c'est de dire, les deux conseils que je vois très souvent là-dessus, c'est d'une part, si vous êtes anxieux ou anxieuse et que vous êtes avec un évitant, quittez-le. Voilà. Et deuxième chose, c'est si vous êtes avec un évitant, arrêtez de lui répondre. Faites comme lui. Pour moi, ce sont deux grosses erreurs parce que, d'une part, alors, vous vous faites du mal, parce que c'est pas nécessairement ce que vous voulez au démarrage. D'autre part, il y a presque une intention un peu vengeresse derrière cette idée-là qui, selon moi, n'apporte rien de bon à qui que ce soit. Et ensuite, parce que un évitant vous aime, encore une fois, je le précise, un évitant qui ne vous dit pas qu'il vous aime, qui vous fuit, qui vous gosse sans donner de raison, c'est pas un évitant, c'est juste quelqu'un qui n'est pas intéressé par la relation. Et ça, c'est différent aussi. Il faut que vous arriviez à savoir qui vous avez en face de vous. Et ça passe par quelles sont ses réactions. Et ça, je vais y venir, puisque du coup, ça y est, enfin, après plus d'une demi-heure de blabla, je bascule sur le comportement et surtout les liens d'attachement évitants. Alors, un évitant, contrairement à un anxieux qui a un sentiment de vide intérieur et qui va aller chercher à l'extérieur tout ce qui lui manque, un évitant, lui au contraire, il est convaincu que l'extérieur ne peut rien de bon pour lui et que tout est à l'intérieur. Ce sont des personnes qui sont dans une grande autonomie et qui n'ont pas du tout peur d'être indépendants. Et c'est justement généralement ce qui va plaire à l'anxieux parce que l'anxieux va trouver ça formidable chez l'évitant.
Il va vouloir être comme lui. Il y a ce côté où on se dit, waouh, si j'étais comme ça, moi aussi je serais capable d'être autonome et je dépendrais de personne. Et donc du coup, l'évitant peut d'ailleurs pendant très longtemps passer pour un sécure, surtout au début, parce qu'en fait, il a cette capacité à s'adapter socialement, euh, parce que comme tous les liens d'attachement, bien qu'il soit évitant, il a aussi envie d'être en relation avec les autres, même s'il s'y prend mal, c'est son souhait. Et donc du coup, il a appris à combler certaines de ses lacunes. Et donc au début dans la relation, il va tout faire pour plaire à l'autre. Et donc il passe généralement pour un sécure, puisqu'en plus, il a cette autonomie et cette indépendance. Très vite, et ça vraiment quand je dis très vite, c'est très vite, hein. C'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois, grand maximum. Vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui ne peut plus s'engager. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, jusque-là, était d'accord avec vos projets. Par exemple, si vous aviez dit, moi je veux m'engager, je veux une belle histoire, c'est quelqu'un qui va dire, bah, c'est ce que je veux aussi, on est sur la même longueur d'onde, mais qui, au moment où il va falloir franchir le cap, n'en est plus capable. Et encore une fois, c'est une question de capacité, c'est pas une question d'envie. C'est quelqu'un qui en a envie, profondément, mais qui n'y arrive plus. Pourquoi? Parce qu'à travers cet engagement, il y a une très grande peur de la dépendance. Ce sont des personnes qui ont grandi dans des environnements familiaux qui leur ont demandé d'être autonomes très vite. Surtout, ne montrez pas vos émotions, sinon vous êtes faible. Surtout, n'allez pas chercher de l'affection à l'extérieur parce que vous n'en trouverez pas. Surtout, ne sois pas dépendant ou dépendante de telle ou telle personne parce que sinon, tu risques de vivre du chagrin. Et donc, du coup, ils se sont construits en étant convaincus, pas qu'ils sont mieux que les autres, attention, mais qu'ils doivent être capables de se débrouiller seuls. Ce sont du coup des personnes qui ont beaucoup de mal à demander de l'aide aux autres, qui peuvent se réfugier dans des tâches très concrètes, par exemple le travail, ou ça peut être partir en voyage ou à la montagne tout seul, ça va être des choses comme ça, parce que ça va leur permettre de s'évader tout en étant dans une forme d'action. Et du coup, des actions qui peuvent leur procurer du bonheur, c'est pas ou une satisfaction, mais qui surtout ne généreront aucune émotion euh, et encore moins négative. Il y a plusieurs types d'évitants. Il y a ceux qu'on ne peut pas toucher, il y a ceux qui ne diront jamais des mots gentils. Évidemment, ça dépend du langage de l'amour de chacun. Mais en tout cas, un évitant, il aura beaucoup de mal avec l'intimité et la proximité. Et ça sera d'autant plus le cas s'il vous aime. Parce que il va ressentir intérieurement il ressent quelque chose pour vous. Et comme il ne peut pas contrôler cette émotion, ça va générer une angoisse qui va se calmer qu'en étant loin de vous. Donc hors de contact, hors de portée. Et c'est pour ça que quelqu'un, même s'il vous aime, est susceptible de quand même partir ou vous quitter parce que ça génère chez lui des émotions qu'il ne peut pas contrôler. Et ne pas contrôler ses émotions, c'est prendre le risque de glisser sur une pente euh, où l'amour prend une place trop importante et où la dépendance fait place enfin voilà, prend toute la place, tout l'espace. Et ça, c'est pas gérable. Ça génère énormément d'angoisse chez un évitant. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, je suis une évitante costaud. Je suis susceptible, ça m'est arrivé de faire des crises d'angoisse ou des crises de panique dans des moments où j'avais le sentiment que l'autre attendait de moi quelque chose que je ne pouvais pas lui offrir, alors que cette personne, j'avais beaucoup d'affection pour elle, mais ça génère une envie de s'éloigner. Pour vous donner un autre exemple, j'ai un ex-compagnon à moi qui me reprochait tout le temps de ne pas vouloir partir avec lui en week-end ou de refuser de vivre avec lui, ce genre de choses, parce qu'en fait, pour moi, ça sous-entendait que j'étais plus libre. Et ça générait un niveau d'angoisse extrême chez moi. Et donc, plutôt
que de lui expliquer parce que je n'en étais pas capable, je n'arrivais pas à exprimer ça, et ben je refusais tout simplement. Contrairement aux anxieux qui ont souvent des partenaires, donc les anxieux, c'est encore une fois, c'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Les anxieux, ils vont essayer d'être en couple souvent régulièrement ou en tout cas d'avoir quand même toujours quelqu'un à portée de main qui leur rapporte euh, de l'affection. Voilà. Ça peut être même juste sexuel ou etc. Mais en tout cas, ils ont besoin de cette proximité avec l'autre, puisqu'encore une fois, pour rappel, ça comble ce vide. Donc, ce sont des personnes qui seront souvent sur les sites de rencontres, etc. Un évitant aussi, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais ça sera beaucoup plus rare parce qu'en fait, ils vont très vite pas supporter la proximité ou le fait de devoir raconter de leur intimité à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et donc on trouve finalement, alors on en trouve, mais finalement assez peu sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres. Il y en a, mais c'est pour ça que j'insiste sur attention à ne pas confondre quelqu'un qui vous ghoste parce que c'est un évitant ou quelqu'un qui vous ghoste juste parce qu'il n'est pas intéressé. Et du coup, de par le fait, ce sont des personnes qui peuvent avoir des grandes périodes de célibat. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est systématique, pas du tout, mais ça peut. Et ce sont des célibataires qui se sentent bien avec le célibat, qui n'ont pas de problème avec ça. Une autre caractéristique de l'évitant, c'est qu'il aura beaucoup de difficultés avec la proximité physique. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous fera jamais de câlins, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas faire des bisous ou tenir la main dans la rue, c'est pas ça. Mais ça reste des personnes, c'est pas spontané chez eux. Et quand ça l'est, généralement, c'est vraiment au bout de plusieurs années ou vraiment plusieurs mois avec une confiance qui s'est installée dans la relation, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, il y a une notion vraiment, souvent ça s'installe avec le temps. Sinon, ce sont des personnes qui vont pas du tout systématiquement avoir ce besoin-là d'être en contact avec vous. Mais ça, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, c'est juste que ça n'est pas dans leur fonctionnement. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de leur espace, quoi qu'il arrive. Pareil, je vous donne des exemples. J'avais mon ex-compagnon qui me disait souvent ça. Quand j'habitais chez moi et qu'il venait chez moi, il me disait, oui, au bout de 2 jours, j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je m'en aille, alors que je lui verbalisais pas, mais il le ressentait énergétiquement. Et il avait raison. C'est-à-dire que au bout de 2 jours, j'en pouvais plus. Si ça n'avait pas été chez moi, je serais partie. Mais comme lui restait, je ne pouvais pas quitter chez moi. Et donc, j'arrivais pas à lui exprimer que je voulais qu'il s'en aille. Et il finissait par le faire. Mais en réalité, c'est parce que j'ai tout fait, quoi. Si on avait été dans une grande maison, je me serais isolée à l'étage, par exemple. Mais là, comme c'était un appartement, c'était pas possible. Parce que j'ai besoin d'air, en fait. Il y a un moment donné, j'étouffe. Autre chose, par exemple, aussi, qu'on m'a déjà reproché en tant qu'évitante, je vous dis ça vraiment pour que vous arriviez à vous situer, ce sont des partenaires que j'ai eus euh, sexuels, pour le coup, sans nécessité de relation. En tout cas, il y avait un point d'interrogation sur ce qui pouvait se passer ensuite, mais pour qui je ne ressentais absolument aucun besoin d'avoir d'actes de tendresse, surtout une fois le rapport sexuel terminé. Ce n'était pas contre eux, ce n'était pas parce que je ne les aimais pas ou parce qu'ils ne me plaisaient pas, c'était simplement parce que je ressentais pas du tout ce besoin, cette nécessité. Au contraire, j'avais même plutôt besoin d'air, hein, puisque comme on est rentré dans un acte où il y a un peu de fusion, eh ben, j'avais besoin de m'extraire un petit peu de la situation et on me l'a souvent dit. Mais pourquoi tu n'es pas quelqu'un de câlin, je te plais pas, ce genre de questions-là, on me les a beaucoup posées. Et non, en réalité, ça n'est pas le problème. C'est juste que j'ai besoin de m'extraire de tout ce qui peut être trop proche de mes émotions ou d'un sentiment de vulnérabilité. Pour vous donner encore d'autres exemples, le premier petit copain que j'ai eu, j'étais très amoureuse de lui. Le jour où il m'a dit je t'aime, je suis partie. C'est-à-dire qu'il m'a dit je t'aime, on était allongés sur le canapé, je me suis levée, je suis partie. Je n'ai pas eu de réaction, je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux, j'ai quitté la pièce. Ça a été très traumatisant pour lui et j'en suis encore vraiment désolée.
et je n'ai pas réussi à faire autrement. C'est-à-dire que pour essayer de vous expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu le palpitant qui est monté, j'arrivais plus à parler. Et ça aussi, vous le verrez chez un évitant, euh, il peut devenir d'un seul coup mutique. Il sera plus en capacité de gérer ses émotions ou d'exprimer ce qu'il ressent, ni même de donner son consentement ou pas sur quelque chose ou sur une situation. Vous allez juste sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est différent, mais il va pas l'exprimer. C'est pas parce qu'il ne veut pas l'exprimer, c'est qu'il n'en est pas capable. Je vous promets que j'en étais incapable. Autre exemple aussi, et notamment le plus connu, c'est le fameux je réponds plus à tes messages ou je vais te répondre, mais il y aura du temps qui se sera passé. Donc ça peut être quelques heures comme quelques jours. Ça, c'est quelque chose d'assez commun, ça se travaille. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui ghost. Par contre, je suis quelqu'un qui peut mettre du temps à répondre dans certains cas. C'est vrai, mais je sais à quel point ça fait mal et du coup, j'ai vraiment, j'ai pris le parti de faire toujours l'effort de répondre à la personne. Mais des fois, j'arrive pas forcément à exprimer ou expliquer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais ça, voilà, ça peut faire partie des choses. Par contre, et c'est là où vous allez voir la différence entre un évitant et un manipulateur, c'est qu'un évitant qui finit par vous répondre et qui revient vers vous euh, ne vous accusera jamais de quoi que ce soit. Un évitant, il culpabilise. Un évitant, il va revenir vers vous en s'excusant, en disant je suis désolée, voilà, j'étais occupée. Alors il va peut-être trouver des excuses, ça c'est vrai, parce que en fait lui-même il comprend pas ce qu'il vit. Donc il va peut-être vous dire oui j'étais occupée, etc. Alors que vous savez que c'est faux. Ça c'est possible. Mais ça ne fait pas de lui un manipulateur. Ça fait de lui quelqu'un qui ne sait pas gérer la situation, mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous en s'excusant oui, et qui va, au mieux, pour les évitants qui sont conscients, vous expliquer. Écoute, là, j'ai eu besoin de prendre du recul. Je suis partie parce que ceci. J'avais l'impression d'étouffer un peu dans la situation, j'ai eu besoin de... Un manipulateur, un pervers narcissique, lui, il va vous accuser. Oui, mais si tu n'avais pas réagi comme ça, ce qui se passe, c'est de ta faute. Mais est-ce que tu te rends compte Et en fait, ça, c'est pas un comportement d'évitant. Ça, c'est un comportement de quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid pour générer une emprise, que ça soit conscient ou pas chez lui. En tout cas, il génère une emprise, ce qui n'est pas le cas d'un évitant. Comment vous allez aussi reconnaître un évitant? Ça va être avec certaines personnes qui vont vous dire que ça va tout le temps alors qu'ils ont des symptômes physiques. Un exemple, c'est pareil, c'est pas systématique, mais moi, j'ai très longtemps toujours dit que ça allait toujours très bien. Euh, je... Très peu de personnes m'ont déjà vu vraiment m'effondrer, que ça soit en termes de pleurer ou d'exprimer ce que je ressens. Par contre, bah, j'ai quand même eu une paralysie de la jambe. Paralysie égale ne plus ressentir, et c'était exactement ce que je cherchais à faire. Je ne ressentais pas. Certains évitants peuvent avoir d'autres types de problématiques comme de la déréalisation ou de la dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des personnes qui limite quittent leur corps en fait pour s'extraire de certaines situations qui génèrent trop d'émotions. Euh, Ça peut être des personnes qui ont du psoriasis ou de l'eczéma, mais qui vous disent quand même que ça va, qui sont jamais stressés, alors qu'en réalité, le corps parle, il y a un stress dans la relation à l'autre, donc ils ont des plaques sur le corps, mais ils vont vous dire que c'est ok et qu'ils sont hyper détendus et que tout va bien, alors qu'en réalité, ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec l'autre. Autre exemple encore, un évitant, il va essayer, il va vouloir même dans certains cas s'engager dans une relation, mais en fait il va toujours tout faire foirer sans le faire exprès parce qu'il n'y arrive pas. Ça a été mon cas, j'ai vraiment essayé, j'ai rencontré quelqu'un de super pour ça, hyper sécure, hyper investi, vraiment voilà, et en fait moi ça m'a fait peur et du coup j'ai complètement déserté la relation. Alors qu'il me proposait exactement ce que je voulais. Mais j'ai pas pu, c'était trop. Et du coup, j'ai déserté. Je suis partie, j'ai quitté. De même, dans les relations, ce sont souvent les personnes qui quittent les relations ou qui font tout pour que l'autre quitte, c'est vrai.
Euh, pour autant, ça fait pas d'eux les méchants de l'histoire. C'est plutôt parce qu'en fait, enfin, moi, quand je quittais mes partenaires, c'était je le fais avant qu'ils le fassent. Parce que sinon, je vais trop souffrir et je peux pas m'autoriser à souffrir. Il y a vraiment cette idée-là. Autre chose aussi, ce sont des personnes de qui on dit qu'on les connaît jamais vraiment. Euh, Moi, je me souviens d'une copine à l'époque qui m'avait dit ça. J'ai tout le temps l'impression que tu rigoles, que socialement tout va bien. Dis toujours que tout va bien, mais par contre, j'ai l'impression que je sais pas quitter. Parce que, au fond, je sais bien que tu ressens des choses, mais que tu n'exprimes pas. Et ça m'avait choquée parce que je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Aujourd'hui, ça prend un sens, mais total, parce que oui, c'est vrai que si tu ne me connais pas très très bien et que je ne te fais pas une confiance absolue, il y a très peu de chances que tu aies accès à mon intériorité. Alors encore une fois, vraiment, ce sont des personnalités qui ne sont pas à confondre avec les troubles de la personnalité évitante, où là, il y a plutôt de la phobie sociale, des retraits très longs, des choses comme ça, vraiment des gens qui répondent même pas au téléphone. Mais quand je dis même pas, c'est pas du ghosting, c'est que certains n'ont pas de téléphone, vous voyez. Là, on est vraiment sur d'autres... Ils peuvent avoir un trouble de l'attachement évitant, mais ça va au-delà de ça. Encore une fois, ne pas confondre avec la manipulation et la perversion narcissique, qui sont des personnes qui cherchent à vous mettre sous emprise, qui sont des personnes qui vont volontairement souffler le chaud et le froid, qui savent très bien ce qu'ils font, qui ne ressentent pas de remords ou de culpabilité. Un évitant culpabilise. Je vous garantis qu'à chaque événement que je viens de vous raconter, dont je ne suis pas fière, j'ai eu le cœur brisé. Ça m'a mis dans des états, vous n'imaginez même pas, de douleur physique. Mais je les aimais, ces hommes-là. Je les ai toujours aimés. Euh, j'ai jamais cherché à les berner et pourtant, c'est pas faute qu'ils m'aient eux-mêmes, pour certains, dit que j'étais une manipulatrice. C'est pas le cas. Je n'ai jamais cherché à manipuler qui que ce soit. Je suis juste en incapacité dans ces moments-là à exprimer ce dont j'ai besoin, à exprimer mes limites, à dire non, à dire stop, ou même à rentrer en contact avec l'autre. Sauf que ben, comme je n'arrive pas à faire tout ça, le meilleur moyen reste encore de quitter la situation. Et donc ça passe par soit quitter littéralement l'endroit dans lequel je suis, soit ne plus répondre et revenir dans un second temps quand ça va mieux, que j'ai déchargé émotionnellement, ou encore me séparer euh, avec une rupture réelle de cette personne parce que ça me met en surcharge. Alors, pareil, les évitants, ça fait quel type de partenaire? Donc, on a plusieurs types de couples. Donc, on l'a vu, hein, anxieux évitant, ce que ça donne. Encore une fois, vraiment à ne pas confondre avec d'autres problématiques. C'est très important. Euh, Comme je vous l'ai dit, vous le saurez de par son discours. Autre chose, vous le saurez aussi le jour où l'évitant prend conscience qu'il est évitant. C'est très difficile pour un évitant de s'en rendre compte. J'ai mis beaucoup de temps et je me suis longtemps auto-bernée. Vraiment. J'allais voir des psys et comme j'allais voir des psys, j'étais convaincue que j'étais pas évitante parce qu'un évitant va jamais voir de psy. Sauf qu'en fait, au bout de quelques séances, je finissais par quitter la thérapie, persuadée que j'allais mieux, alors qu'en fait, c'était justement quand on commençait à rentrer dans le fond du problème. Donc vous voyez, ça c'est typiquement un comportement d'évitant, sauf que pour s'en rendre compte, il faut des fois des années ou un énorme déclic. Et quand on s'en rend compte, je vous promets que ça fait très très mal. C'est-à-dire que moi, je me suis effondrée, hein. Parce que s'ajoute à une souffrance intérieure qu'on a fui pendant des années, la culpabilité de ce qu'on a fait vivre aux autres. Et c'est terrible. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur ça et que j'ai vu qu'on était confondus avec des pervers narcissiques, des manipulateurs, ça m'a brisé le cœur. Enfin, vraiment, c'est très très violent. Donc attention, je ne dis pas ça pour culpabiliser les sécures ou les anxieux ou les désorganisés de ça. Je dis ça parce que il faut arrêter de tout confondre et il faut surtout arrêter de donner des conseils qui n'en sont pas. Surtout, ne jamais réagir comme ça avec un évitant. Ça ne sert à rien. Moi, la meilleure chose qu'on puisse faire pour moi, c'est me laisser partir et attendre que je revienne. Mais quand je dis attendre, c'est pas attendre, c'est
accepter que j'ai besoin d'air. Un évitant ne mettra jamais 15 jours à revenir. C'est faux. Un évitant, c'est quelques heures, quelques jours grand max, et quand il a déjà travaillé sur lui, il est capable de le verbaliser. Moi, aujourd'hui, je suis capable de le dire. Je vous répondrai plus tard ou je te répondrai plus tard. Je reviens vers toi, t'inquiète pas. Euh, et je sais pas quand est-ce que je reviens, mais je vais revenir. Et ça ne m'empêche pas, quand je me suis calmée, du coup, de valoriser l'autre, de le remercier, de dire merci de m'avoir attendu, c'est bon, je suis plus au clair, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, etc. Et ça, c'est très, très, très important. Et surtout, je n'accuse jamais l'autre d'avoir ce genre de comportement. Donc du coup, pour revenir sur les couples, il y a aussi le couple évitant-évitant. Et ça aussi, ça m'a induit en erreur. J'ai été pendant 8 ans avec un évitant. On n'évitait pas les mêmes choses et on n'avait pas tout à fait le même type de comportement. Donc c'était un petit peu compliqué de savoir. Et je me suis longtemps crue anxieuse, voire sécure à un moment donné, j'ai cru. Parce que il était évitant et ça me semblait, ça me sautait aux yeux qu'il l'était. Mais du coup, ça faisait que j'écoutais pas ce qu'il me disait et que pourtant, c'est pas faute qu'il m'ait souvent dit tu gères pas tes émotions. Au bout de 2 jours, j'ai l'impression que tu as envie que je m'en aille. Tu veux pas t'engager. Tu veux pas qu'on vive ensemble. Tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas. Et en fait, pour moi, c'était de sa faute. Et avec le recul, j'ai bien réalisé qu'en fait, non, on était juste deux évitants. Donc on était jamais vraiment ensemble, ni jamais vraiment pas ensemble. On marchait en parallèle, mais on ne se croisait jamais intérieurement. Et même si on s'est aimé très fort, j'ai aucun doute, on aurait pu durer comme ça sur des années, mais on n'aurait jamais réussi probablement, si l'un des deux ou les deux n'avaient pas travaillé sur soi, réussi à se retrouver vraiment et à s'engager mutuellement. Donc on a vécu 8 ans sans engagement. Ensuite, on a les évitants sécures. Alors ceux-là, ben pareil, ils peuvent très bien fonctionner si le sécure est suffisamment stable, c'est-à-dire s'il est capable d'accepter que son partenaire évitant, il a besoin de temps en temps d'air ou de quitter la situation. Et en fait, ça n'ébranlera pas le sécure, surtout s'ils arrivent à communiquer entre eux. Et du coup, ça peut être des couples qui fonctionnent aussi très bien, à condition quand même que l'évitant, il ait cette capacité à communiquer. Parce que s'il est vraiment trop trop fuyant, le risque, c'est que l'évitant, le sécure, pardon, finisse par partir parce qu'il en aurait marre en fait de ne pas pouvoir vivre quelque chose de serein. Voilà. Donc c'est un risque quand même, mais ça peut être des couples qui fonctionnent très bien. Bon, ça va faire 1 heure que je parle de tout ça. J'ai l'impression que j'aurais eu tellement d'autres choses à dire, tellement aller en profondeur. J'ai tellement d'histoires à vous raconter, tellement d'exemples. J'ai l'impression que j'ai tout survolé, mais en même temps, ça serait trop compliqué de rentrer en détail. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à m'écrire en commentaire ou en message privé sur Instagram si vous avez des questions à ce sujet, si vous voulez que j'approfondisse certaines thématiques, même que j'aille plus voir au niveau de l'enfance ou au niveau même des combinaisons de couple, ou alors plutôt sur le traitement, je mets des guillemets, hein, mais sur comment on accompagne un anxieux, un évitant, comment on peut devenir sécure, quels sont les risques ou pas, ou même que je rentre plus profondément dans la différence entre les évitants et les manipulateurs, comment on fait la différence et tout ça, surtout n'hésitez pas à m'écrire. Je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à très vite.